avant d'être agriculteur, j'étais militant, quoi. J'étais contre la pub, contre la société de consommation, contre les lois, contre l'immigration, contre. À un moment, tu pètes les plombs, quoi. T'es contre. Quand je suis devenu agriculteur, je suis devenu pour cultiver des blés, pour faire du pain, pour créer une coopérative, pour vendre des circuits locaux, pour m'épanouir dans une alternative, quoi. Nous sommes à Momigny, près de Chimay. C'est un plaisir d'être ici avec Philippe, qui est paysan boulanger, enfin, qui fait tout en fait. Il va nous expliquer quoi. Avec Grégory aussi, qui est paysan maraîcher. Et Nathanaël, hein, que la plupart d'entre vous qui nous suivez chez Kéros découvrent, qui est petit-fils d'agriculteur, mais aussi collaborateur au journal La Décroissance. Alors c'est fantastique ici, on parle depuis une demi-heure et on découvre un peu un paysan boulanger qui fait tout. Tu cultives les céréales, t'es meunier, tu fais ton pain et tu as tout construit toi-même, t'es pas endetté. C'est un modèle de rêve, quoi, même si c'est pas facile tous les jours. Mais explique-nous un peu comment ce projet est né. Et puis on va discuter de tout ce dont on a parlé avant en off. C'est souvent le plus intéressant en off. Donc il faut revenir dans le in et revenir avec tout ça. Dis-nous Philippe, comment c'est né ce projet Du coup, comment est né le projet? Il est plutôt né d'une volonté de sortir de quelque chose. Parce que je suis né en ville, du coup, à Liège, dans l'univers urbain dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Du coup, il est né plutôt d'une déconstruction de ce que je pouvais devenir. Donc, j'étais amené à faire des études, à devenir, je sais pas quoi d'ailleurs, ouais. Un truc, parce que études égale situation égale argent. Et du coup, c'était la voie sur laquelle on m'avait amené, sans me dire, tiens, tu peux faire quelque chose de tes mains, tu peux faire quelque chose de manuel. Parce qu'en fait, le manuel est toujours Dévalorisé. exactement, c'est toujours dévalorisé, en tout cas dans la société dans laquelle on est. Et il était bon de faire des études. Donc j'ai dû déconstruire. J'ai fait des études, j'ai fait un peu l'anthropo que j'ai raté pendant 2-3 ans. J'ai fait un voyage en Afrique qui a été assez choquant pour moi, parce que je projetais plein d'idéaux sur l'Afrique, des hommes proches de la nature, en contact avec les animaux. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que les animaux sont parqués dans des réserves naturelles pour blancs et qu'en fait, ils vivent dans une misère assez incroyable. Et enfin, du coup, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, que c'est pas du tout l'image idyllique qu'on s'en fait. Et du coup, bah, je suis revenu, j'ai encore raté mes études. Et pour finir, j'ai essayé de faire l'agriculture à la RAID à Spa. Et là, il y a eu un petit coup de boost. Enfin, ça m'a bien plu, mais j'étais décidément pas fait pour les cursus scolaires. Et du coup, pendant ces études, je devais faire un jour par semaine dans une ferme, en stage. Et j'ai commencé à faire mon stage du côté de Liège, dans une ferme en biodynamie, polyculture élevage, la ferme Louis Larocque. Super. C'est là que tu as appris tout quoi. C'est là que j'ai commencé. Du coup, j'ai arrêté mes études. J'ai été à 100% dans cette ferme et c'est là que j'ai commencé à apprendre l'agriculture, les tracteurs, la traite des vaches, faire du fromage, faire des légumes et faire des céréales. Parce que dans le temps, les paysans, ils faisaient toujours de l'épeautre pour donner à leurs veaux. C'est une solution pour pas qu'ils aient la chiasse. En fait, s'il y a toujours un moment critique comme ça quand tu les sèvres. Ouais. Là, les conventionnels donnent des médocs, des trucs pour pas que le veau ait la chiasse. Mais dans le temps, on faisait de l'épeautre, en tout cas en Belgique, parce qu'il y a pas mal de cellulose, il y a pas mal de paille si tu veux, et ça structure le. Bref, il a trop de céréales, il a trop d'épeautre, et un jour il me dit tiens, va un peu voir si tu peux pas décortiquer le bazar. Décortiquer, c'est enlever l'enveloppe externe de l'épeautre. Voilà. Bah, je vais décortiquer l'épeautre.
Puis il me dit, bah, va au moulin. Je vais au moulin, puis je me retrouve avec de la farine, et là je commence à faire le pain pour la ferme. C'est là que ça a commencé. C'était quand ça? Et là on est en 2005, entre 2000 et 2005. Et là je commence à m'intéresser à la boulangerie, et tout en étant intégré dans un système de la ferme, quoi, en agrobiologie, étant en biodynamie. Euh, et progressivement, ça m'a piqué. J'ai fait une formation pour devenir boulanger. Et alors, je suis devenu boulanger, enfin, j'ai fait un jury central, etc. Et j'ai continué sur cette voie parce que j'ai bien accroché sur comment est-ce qu'on peut faire du pain avec de la matière qu'on produit sur place. C'était vraiment ça qui me stimulait. Ouais, tu fais tout ici. Alors du coup, je suis arrivé en 2010 ici. On a acheté, là on est d'un coup, on a Momigny, enfin Chimay là-bas en face, Momigny ici. Et on a acheté 6 hectares parce qu'on visait l'autonomie, clairement, pas la production. Notre objectif, c'était essayer de vivre avec le moins de coûts quotidiens, parce que bon, moi, enfin, je reste scandalisé à voir le prix d'un loyer. Enfin, c'est la plus grosse supercherie qui existe aujourd'hui. Tu nais à 18 ans, si tu commences à t'assumer, il faut te loger. Tu commences à avoir des coûts de vie Tu mirobolants, t'endettes, tu quoi. dois choisir n'importe quel boulot. Tu dois bosser pour payer ton logement, juste pour dormir, quoi. Après, tu dois rajouter la bouffe que tu vas payer chez Révilin, ton électricité, ton gaz, ta bagnole et tout. En fait, ta vie est toute tracée juste pour pouvoir euh, assumer tes coûts quotidiens. Du coup, moi, je voulais pas rentrer dans ce système. Je me suis dit, non, il faut trouver une autre solution qui me donne de la liberté, en fait, de la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Me lever et bosser tous les jours, mais pas aller dans un boulot qui n'a pas de sens. Et donc, c'est ça qui m'a amené à acheter ces 6 hectares. Alors ça, c'est le petit coup de pouce de la vie. J'aime bien de le dire, parce qu'en fait, t'as pas... Enfin, tout le monde n'a pas cette chance, quoi. Je m'en rends compte. Donc, fils de bourgeois, j'ai cette chance-là d'avoir reçu 20 000 euros. J'avais un peu d'économie de côté qui m'ont permis d'acheter ces terrains. Et à partir de là, on a mis des roulottes et on a commencé le projet. Ouais, c'est bien de le reconnaître aussi, parce que tu pourrais dire, je suis parti tout seul et voilà. Ouais, Et encore 20 000 euros, faire c'est pas énorme, le... quoi. Alors, c'est pas énorme, ouais, Tu commences tout petit, quoi. c'est pas grand-chose du tout. Bah, on a commencé avec rien, franchement, rien. On n'avait plus rien en poche. Mais ton quotidien, il est tout différent parce que t'as pas. Donc, on a décidé d'habiter sur les terrains directement. Et du coup, bah, pas de loyer, pas d'électricité. Ouais, ça veut dire que t'as pas d'électricité, hein. Ouais, d'accord. Ça a des conséquences, quoi, dans ta vie pratique. Pas d'eau, enfin, juste rien. Du coup, quand tu vas faire un petit billet, donc on a commencé à faire des légumes. On a commencé vraiment par la production maraîchère. Ben, à chaque fois que tu as quelque chose en poche, c'est quelque chose qui te permet de vivre directement, développer ton activité et pas payer quelqu'un qui a la chance d'être propriétaire parce qu'il a hérité de 3 baraques. Et du coup, on sort un peu de cette injustice, tu vois, que je trouve assez fondamentale dans notre société, quoi. C'est un des verrous qui fait qu'on est tous amenés à travailler pour payer du logement, quoi. Ouais, donc ce que tu gagnes te permet de construire ton autonomie, quoi. Ouais, Et tu nous as expliqué ici les hangars, que je veux dire le hangar qui était tout petit, puis que tu as construit plus grand, ouais. puis tu as pris des batteries. Dis-nous un peu. Alors, on a fait ouais, 8 ans en roulotte. Donc j'ai élevé mes enfants là aussi. C'est celle qui est là derrière? Ouais. Du coup, ouais, un processus tout lent. On a commencé à labourer 1 hectare. J'ai fait des céréales avec. Là, je collaborais avec un meunier chez qui j'apportais mes céréales et je repartais avec ma farine. Et je collaborais avec d'autres collègues avec qui je m'entendais bien, qui cultivaient les blés pour moi. Du coup, j'ai jamais cherché à avoir plein d'hectares, quoi. Enfin, c'est aussi important de pouvoir collaborer avec d'autres qui ont déjà les moyens de production. Tu leur dis, bah, écoute, cultive pour moi, moi je t'achète. Et du coup, je pouvais me permettre aussi de leur demander de cultiver les blés que j'avais envie. Et je récupérais la marchandise, et puis j'allais au moulin, et je faisais mon pain. Et donc, progressivement, bah, on a développé l'activité. Et
je crois que le premier hangar, on l'a fait en 2013 et on l'a majoritairement auto-construit, donc pas la grosse structure, hein, parce que j'avais pas les capacités. C'est quand même grand, quoi. Je savais pas faire ça. Du coup, là, j'ai appelé quelqu'un qui était du métier, un Liégeois d'ailleurs. Et, je le remercie d'ailleurs. S'il voit un jour la vidéo, je sais pas, mais ce serait marrant. Il va Parce l'avoir. que, ouais, il va la voir. Il s'appelle Batibois. Et il m'a donné un solide coup de main, quoi. Parce que bah, je me rends compte que quand on se met dans la merde aussi, comme ça, parce que quelque part, j'étais dans, enfin, Une situation précaire. une situation de nécessité, tu vois que tu déclenches De la solidarité? exactement. Tu vois que ça. Il serait pas venu dans les mêmes conditions si j'avais été bourré de thunes, je lui dis viens me faire un hangar, il m'aurait fait payer le prix. Et là, non, ça peut se faire, on discute. Et du coup, j'ai tout fait par poste. Donc, ce que vous voyez là, c'est 15 ans de travail, mais ça ressemble pas du tout à ça en 2010. Hein. Ici, il y a des moutons. Enfin, tu vois, là, c'est de la terre battue. Il y a rien. Mais c'est 2013, on fait la structure. 2014, je fais les murs, enfin d'abord le toit, puis 2015, donc c'est vraiment un processus où on s'installe doucement, sans emprunt, euh, en vivant au quotidien, et où je fais les marchés avec mes pains, avec les légumes. J'ai 2 cochons. Du coup, moi j'hallucine en fait entre 2010 et 2015. J'hallucine parce que je me dis, ouais, la terre, c'est de là que tout vient, quoi. La terre est généreuse. Tu fais rien, tu plantes une graine, tu en as 50, 55 sur un épi. Tu en mets une, tu fais x 55. Oui, c'est ce qu'on disait l'autre fois, mais C'est l'agriculture incroyable. intensif fait pas ça. Hein. Par rapport à l'espacement, on va pas rentrer Bah, dans les détails, mais L'agriculture intensive, parce elle va dépenser de l'argent pour mettre en œuvre ça. Et moi, j'ai commencé, tu disais, par 1,5 hectare avec un vieux Ferguson à 60 chevaux. Enfin, je veux dire, j'ai semé à l'ancienne, à la main. Du coup, tu as 500 kilos. Ouais, 500 kilos, c'est 20 fois moins que ce qu'ils font en conventionnel. Hein. ouais, tu nous expliquais que tu stockais au début. C'est ça, dans les 2 petits silos. Mais ces 500 kilos, tu vas les ressemer. Et bah, tu sais ressemer 2 hectares. Ces 2 hectares, bah, ils vont te donner 6 tonnes. Donc moi, la première fois que j'avais eu autant, je me souviens, c'était là devant. J'avais même pas le bâtiment qui était prêt. Je mettais les graines sous serre. Enfin, j'étais dépassé, quoi. Je me disais, ça va trop vite. La terre est trop généreuse, quoi. Ouais, mais tout le monde n'est pas. Nathalie, tu iras un mot après, évidemment. Et aussi, Grégory. Tout le monde n'est pas un guerrier comme ça. Tu peux dire un mot parce que tu as aussi une expérience de paysan maraîcher. Tout le monde n'est pas un guerrier. On dirait que vraiment pour arriver à faire un truc qui ait du sens, il faut être dans un sacrifice de dingue, quoi. Tu vois, parce que tu te dis bien, mais tout le monde n'est pas capable de ça. Tu Ouais, vois, ouais. c'est un peu. Il faut C'est la même chose remettre, dans le journalisme, en fait. Si tu veux faire ouais, un média qui ait du sens, tu dois être des années bénévole. Si tu veux c'est faire ça. de la paysannerie qui ait du sens, tu dois ne pas avoir d'électricité, ne pas avoir d'eau. C'est ça. Si tu, voilà, c'est la même chose pour tout, en fait, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Il faut être prêt tu à te bats faire des contre un, sacrifices, tu te quoi. bats contre un système, c'est quand même une lutte. Ouais. Je suis assez pragmatique, hein, mais du coup, moi, avec mon recul, l'énergie que j'ai donnée dans mon quotidien, c'est de l'énergie que j'ai pas donnée à aller travailler quelque part, en fait. Mais j'ai peut-être bossé bien plus ici, mais dans un espace de liberté qui m'a donné de la joie, contrairement à ce que m'aurait procuré un boulot où j'aurais été, où tu es payé sur un compte en banque, enfin, tu vas faire un virement de ton compte en banque, tu touches rien. Enfin, il n'y a pas de réalité en fait à vivre comme ça. En fait, tu maîtrises rien. Nathanaël, Ouais, t'es parti petit, mais en fin de compte, grâce à la terre et au fait que tu n'étais pas parasité dans ton processus de production, tu as pu t'émanciper, tu as pu t'épanouir. Et moi, je voulais rebondir tout à l'heure sur le fait, on peut le faire encore, que tu es sur des semences paysannes. Et pour moi, ce n'est pas une lutte contre le système, c'est de pousser en marge. C'est de pas rentrer dans le jeu où on se fait broyer. Parce que c'est ça le problème paysan d'aujourd'hui. Et toi, quelque part, tu as tracé une voie où tu as compté sur toi, tu as compté sur la nature, sur l'entraide. Tu t'es pas mis en situation d'endettement. Tu t'es pas laissé parasiter dans ton processus de production, puisque tu n'avais pas tes loyers, tu n'avais pas d'investissement de matériel, tu n'avais pas d'argent à donner à des banquiers.
Et quelque part, au niveau des graines, tu es encore dans une sorte de niche. C'est quelque chose de nouveau parce que, bon, après moi, je suis de France, hein, je ne connais pas bien en Belgique, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les semences, c'est les semenciers. C'est l'agro-industrie qui donne aux paysans des hybrides qui font qu'ils ne peuvent pas garder leurs grains pour ressemer parce que c'est trop aléatoire ce qui va se passer derrière. Et toi, tu es Il parti. fait tout lui-même, mais ça, il faut l'expliquer. Voilà, Tu moi ce que je voulais, récupères c'était. chaque année. Voilà, c'est ça que je voulais que tu expliques et tous les avantages que ça a en fin de compte. Ouais. Mais ça, c'est grâce au prétexte, mais Ouais. c'est comme ça que c'est présenté vis-à-vis de la régulation. Mais c'est parce que tu es paysan boulanger, parce que tu es meunier. C'est pour ça que tu as le droit, en fait. Enfin, voilà, je te laisse expliquer un petit peu le principe de la parce que semence paysanne. il faut expliquer, comme quand dans le processus, tu es totalement autonome et tout le monde ne sait pas, hein, qui nous écoute par rapport aux grains. Normalement, ils vont acheter chez un semencier, Ouais. qui te mettent des grains de Monsanto qui meurent après la saison. Tu vois. Ouais. C'est bien d'expliquer que tu rentres dans un processus totalement autonome où, excuse-moi aussi par rapport à ça, et j'ai envie que tu réagisses, tu ne seras peut-être pas d'accord, volontairement pas, contre le système. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu participes pas, le fait de t'en retirer, tu participes pas à l'entreprise semencière qui fait que une semence aujourd'hui, en fait, on appelle ça les critères DHS, c'est distinction, homogénéité, stabilité. J'aime bien ça. Et, ouais. Et du coup, en fait, pour vendre une semence, elle doit être brevetée. Et ça, le monde paysan ne peut pas le faire, en fait. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. C'est des reproductions qui vont s'échelonner sur plusieurs années, quoi. On parle de 5 ans. Ouais, ça, j'en suis sorti directement parce qu'en fait, une semence chez un semencier, c'est minimum 1 euro le kilo. Donc, je sais pas, si tu dois faire 6 hectares, tu es parti pour un billet de 1000, quoi. 1000 euros pour planter ta future récolte qui va être incertaine, avec des semences qui ont été calibrées, donc qui sont homogénéisées. Moi, j'ai arrêté, au début, j'étais pas tellement sensibilisé à cette question, mais j'ai cultivé une variété qui s'appelait Midas. C'est marrant. Putain, tu te dis comment ils font, quoi, ils font exprès. T'as Midas, Terminator. C'est les mêmes investisseurs. Ouais, c'est impressionnant. Et figure-toi que ce blé, il avait un bon rendement, donc il me faisait bien de la farine et tout, mais il avait aucun goût. J'avais un pain qui avait un goût de carton. Du pain de supermarché. Non, Du pain de supermarché. Ouais, quoi. c'était top. Donc il était top au niveau critères technologiques, si tu veux, mais au niveau gustatif et nutritif, ce qui pourrait avoir comme conséquence, c'est qu'est-ce qui nourrit là-dedans, quoi. Mais il avait un goût de chiotte, quoi. Du coup, les merde, je vais devoir, enfin, il faut que je trouve autre chose. Puis là, j'ai été voir des vieux paysans belges et j'ai un peu posé les questions et c'est là que est arrivée la question des, ça c'est les batteries qui sont en train de dire, il n'y a plus de soleil. Ah, il n'y a plus de soleil. Euh, et ouais, du coup, qui m'ont amené la question de qu'est-ce qu'un blé ancien, quoi. Un blé ancien, c'est un blé de terroir, c'est un blé qui a été amené à grandir sur un type de sol particulier, qui va avoir une hauteur de paille bien suffisante. J'en ai là, si vous voulez, je peux vous montrer. Du coup, il va faire 1 mètre, 1,50 m. Les seigles vont jusqu'à 2,20 m. J'ai des seigles qui sont plus grands que moi. Du coup, qui vont aller chercher des nutriments dans le sol très différents. C'est un blé aujourd'hui est nanifié, quoi. Il faut imaginer, un blé, ça m'arrive au genou. Donc, ça ne va pas monter plus haut que ça. C'est homogénéisé, donc c'est le même individu. Quand tu vas voir un champ, d'ailleurs, tu peux te regarder, tu regardes une ligne d'horizon, il n'y a rien qui va dépasser. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de notion d'individu dans ces populations. Ce n'est pas une C'est population. des masses. C'est des clones. C'est C'est un le peu- même, c'est un C'est un clone. peu comme pour nous, quoi. Des clones. C'est la même- Exact. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est vraiment une belle métaphore de la manière dont ils gèrent les individus. Parenthèse, dans la société, on est des masses, quoi. Ouais, Il y en a qu'un qui doit dépasser. c'est ça. Ils homogénéisent et il ne faut pas que tu dépasses. Alors que la diversité te crée de la résilience par rapport à du changement climatique. Tu vois, aujourd'hui, ils nous sortent les OGM à la con, sous prétexte qu'ils vont combattre la sécheresse et la faim dans le monde. Ils osent encore dire ça, alors que ça fait 30 ans qu'on fait crever. Enfin, 30 ans, qu'est-ce que je Donc dis? ça, c'est grave. Ça fait 100 ans, mais Ah. ça fait 30 ans qu'ils ont déjà sorti la première fois l'argument que si on fout des OGM, on va pouvoir nourrir les gens dans le monde. Foutaise, ça va absolument pas servir à ça. Ça va juste servir à. En fait, ils sont coincés au niveau du marché des semences. Ils n'arrivent plus à vendre. Ils se disent un OGM, là, on va pouvoir introduire dans le circuit un nouveau produit, en fait. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc, ils
ils prétendent qu'ils vont mettre des gènes de sécheresse, donc on va dire des caractéristiques qui vont lutter contre la sécheresse, dans ces blés, quoi, pour nourrir le monde. Grosse foutaise, nous on fait justement des mélanges population de blé ancien, qui vont, donc c'est une population, ça veut dire quoi? Ça veut dire des individus différents, voilà. On est nous 4, mais il y en a bien plus, dans mon truc il y en a 40. Et du coup tu vas avoir des grands, des petits, des barbus, qui ont des blés qui ont des petits poils, des roux, des bruns, des jaunes, et ils vont tous aller chercher quelque chose de différent dans le sol pour arriver à s'exprimer. Et du coup tu as une année où c'est la sécheresse, bah, tu vas avoir dans cette population certains blés qui vont bien se plaire dans cette situation de sécheresse. Et puis Donc- l'année d'après, il va y avoir trop d'eau. Donc toute la production va pas crever, quoi. Exactement. Donc tu vas avoir une stabilité. rentabilité inférieure chaque année. Donc nous, on est à 3 tonnes. Alors tu vois, les conventionnels vont dire, putain, 3 tonnes. Allez, 3 tonnes et demie. Les bons cultivateurs, moi je suis pas un bon cultivateur, 4 tonnes. Tu vois, je fais cultiver chez des collègues et puis je vois qu'ils cultivent mieux que moi. Du coup, eux, ils arrivent à 4 tonnes. ce qui est Ben, c'est la franchement- moitié des rendements mais c'est la industriels. moitié. Mais ce que je voudrais dire à ce propos, je peux Ouais. dire un truc, c'est Mais du coup, tu Pourquoi- as de la résilience pour terminer mon truc. exactement. Tu as de la résilience parce que moi, je vais en avoir moins chaque année, mais on a beau avoir une grosse sécheresse ou un excédent d'eau, ou ben, je vais avoir une stabilité. Donc les effets climatiques, ce que tu dis, ça c'est hyper important, c'est que les effets climatiques sont beaucoup plus prononcés chez ceux qui sont conventionnels. Bien sûr. Ils Ça, ont on un en parle- individu On n'en parle jamais. Mais ils sont beaucoup plus fragiles en ou fait. une menace, C'est- un champignon. Un champignon Tu qui tout. vient, il va tout tuer. Oui. C'est la C'est même la monoculture, c'est la les clones. monoculture, c'est le même individu. S'il est bien sur ce milieu-là, cette année-là, à cause des conditions climatiques et du sol, bah, il va tout envahir. Si tu mets de la diversité, bah, tu vas avoir de la concurrence. Il y en a un qui va être sensible, l'autre va pas être sensible. Et du coup, tu vas arriver à un équilibre lié à la diversité. Ça fait penser au Mais c'est- Covid, tout ça. C'est deux modèles qui s'affrontent, c'est ça. Mais je voulais pas te couper dans ce que tu disais, parce que je pense que tu vas rebondir sur ce que je veux dire. C'est pourquoi les blés sont plus courts maintenant. Parce qu'on met plein d'azote. Parce qu'on rajoute de l'azote dans le sol, qui est en plus fabriqué par toujours les mêmes, les semenciers, les agro-industriels, les phytosanitaires, etc. Enfin bon, là, c'est les engrais chimiques. Du coup, ben, les tiges, elles sont plus fragiles, parce qu'il y a trop d'eau dedans, donc elles cassent quand il y a du vent. Parce qu'à moissonner après, quand on veut les verser, ben, c'est le bordel. Donc il faut raccourcir les tiges. Donc on introduit des hormones. En plus, ça, c'est une approche complètement chimique, complètement dégueulasse, qui fait avorter la Bon pour nature autour. croissance. Et en fait, Il y a on pas la se croissance des concentre, blés, la croissance on se économique. concentre sur un modèle productiviste basé sur du clone qu'il va falloir chouchouter tous de la même façon parce qu'il va y avoir plein de problèmes de parasitisme, plein de problèmes d'adaptation. Et en fait, c'est plus de l'agriculture. Comment dire, on essaye de maintenir en vie des plantes qui ne demandent qu'à crever parce qu'elles sont plus adaptées à leur environnement et qui ont besoin de toute cette machinerie derrière, ce qui fait que le paysan il devient complètement hétéronome. C'est-à-dire que ce qui fait sa loi, c'est l'extérieur, c'est les gens qui lui vendent le matériel, les semences, les engrais, etc. Et ils sont extrêmement fragiles. Ok, ils vont faire des bons rendements, mais des rendements à quel coût déjà? Et deuxièmement, les blés qui font des rendements de 80 aujourd'hui, mais ils sont sur des espèces qui sont censées faire du 150 normalement. C'est parce que déjà, les machins, ils n'arrivent plus. Ils sont à fond boostés génétiquement, mais ils n'arrivent plus. Alors qu'avec des modèles comme ça, on fait confiance à la nature, on a quelque chose de résistant, on a beaucoup moins de problèmes de parasites, on a beaucoup moins de problèmes de changement d'une année sur l'autre, etc. Ouais, c'est un- Et dans ta quête d'autonomie, ce choix, il est ultra cohérent. En fait, je dirais même, tu es en adéquation avec cette approche, cette compréhension. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est vrai, en effet, du coup, pour comprendre, les blés aujourd'hui, ils sont vraiment inclus dans un pack, comme tu viens de le dire. C'est un pack, tu achètes la semence. Politique agricole commune. Non, ça, c'est pas la pack. Je sais. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est la même chose, en fait. Ah, c'est le même Ah, modèle. Ils sont inclus, excuse-moi. Ça veut dire que tu achètes la semence, mais tu dois acheter l'azote, 180 unités d'azote. Tu dois acheter le raccourcisseur, l'hormone, qui va diminuer la croissance. Parce qu'en effet, si tu mets de l'azote, en fait, ils vont pousser en paille. Du coup, ils vont être. Et vu qu'ils sont faibles, en fait, vu que tu mets de l'azote, faut connaître un peu le principe biologique du sol. L'azote chimique, donc conventionnel, il est directement assimilable. Tu le mets sur le sol, baf, la plante, elle le bouffe, quoi. Et du coup, elle ne fait pas d'enracinement. Du coup, en fait, ça la fragilise. Parce T'as un qu'ils coup ne de doivent pas vent. aller chercher. Exactement. Donc, bam, donc ils ont dit merde, on a des bléaux, mais ils se cassent la gueule tout de suite. Ok, on met des raccourcisseurs. Si tu mets des raccourcisseurs et que tu as une densité comme ça, tu vas avoir des champignons au pied. Parce qu'il n'y a pas de respiration. Tu vois, tous les épis sont au même endroit. Réimagine-toi la population où tu as un blé là,
un blé là, il y a de l'air qui passe, tu vois, ça respire. Eux, ils sont tous au même Donc ils endroit. vont te faire un pesticide contre les champignons. Ben voilà. Voilà. Du coup, bim, un petit pesticide contre les champignons, enfin un fongicide. Pesticide, parce qu'évidemment, tu vas avoir une petite bestiole qui va avoir résisté à tout le reste, mais du coup, qui va être bien, elle va pas être en concurrence vu que tu n'as plus d'auxiliaires, c'est-à-dire tous les petits oiseaux, les insectes qui vont venir la détruire. Du coup, elle va s'expanser, donc insecticide, et voilà. Mais tu le disais bien, c'est quand même intéressant, parce que quel est le coût économique de ça? Je me pose la question. Enfin, moi je le sais. Je vais pas dire, on va dire des voisins. Ils vont avoir 6 tonnes de rendement à l'hectare. Quand tu fais le calcul sur leurs 6 tonnes, ils vont vendre ça sur le marché à rien. C'est pas pour rien que les agriculteurs sont dans la rue, hein. Ouais, on va en parler, ouais. On leur paye que dalle leur tonne de blé. On va dire 200 € comme ça. Ils ont fait 6, ils ont fait 2 fois plus que moi. Mais ils ont payé les semences, 1 €. Ils ont payé le raccourcisseur. Ils ont payé l'azote, le fongicide, l'insecticide. Eh ben, le mec qui fait 6 tonnes, donc le double de moi, il va gagner 0 sur sa culture. Alors que moi, qui n'ai pas engendré tous ces coûts de production, je vais plus gagner que lui, alors que j'ai produit la moitié. D'où Tu les vois un peu le aides, délire. d'où peut-être les aides, question naïve, d'où les aides européennes qui en fin de compte ouais, sont des évidemment. subsides déguisés Évidemment. à l'agrobusiness, quoi. Ouais, c'est devenu ça. Ce modèle industriel est sponsorisé par le contribuable, en fait. Et le paysan, c'est pour ça qu'il touche rien. Le contribuable met 400 € dans la PAC. Apparemment, chaque individu met 400 € dans la PAC Ouais. Annuellement, quoi. Du coup, les 400 €, tu les mettrais dans 1 € de plus au pain. J'aimerais te dire, tu peux t'en payer des pains. Grégory. Tu manges pas 400 pains par an. Ben moi, je suis vraiment. Ça me réchauffe le cœur de t'entendre parler, Philippe, parce que c'est vrai que, comme tu l'as bien remarqué et comme je le sais depuis longtemps, ta technique, c'est vraiment la solution par rapport à tout ce qui se passe. Elle est multidimensionnelle, ta solution. Non seulement par rapport à la résistance de tes céréales, par rapport à toutes ces perturbations climatiques, dont je ne parlerai pas, parce que moi, je parlais beaucoup de géo-ingénierie, j'étais en Belgique un des premiers à dénoncer le contrôle du climat par les gouvernements. On n'y croit pas, c'est très concret, ce n'est pas une croyance. La géo-ingénierie, elle est là, les gouvernements ne s'en cachent pas. Et ils veulent un contrôle total. Ils disaient déjà en 2010, quand je manifestais là-dessus, ils voulaient un contrôle total du climat pour 2020-2024. Je l'entends au niveau international, les perturbations climatiques sont légion. Au Canada, ils n'ont presque pas de neige pour l'instant. En Afrique, ils se tapent des tempêtes. En Arabie Saoudite, des éboulements de boue et des pluies torrentielles. En Chine, des moins 48 degrés. Enfin, je ne vais pas faire le conspirationniste, mais c'est très concret. L'ensemençage du ciel, la géo-ingénierie, les armées ne s'en cachent plus. Plus personne ne s'en cache. Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. C'est clairement envisagé comme une solution technique, comme les OGM en fait. Voilà. C'est clairement envisagé comme une solution technique. Et ta technique, justement, elle donne de l'espoir. Elle donne de l'espoir non seulement par rapport à ta résilience, on va en parler de Nathanaël, et par rapport aussi à la résistance de ton blé par rapport à tout ce qui se passe. Et donc moi, ça me met vraiment du baume au cœur parce que bon, les petits maraîchers, j'y crois, il en faut plein, il en faut plus dans les villages pour produire des légumes, pour nourrir, comme Corentin, Chimène, Pour nourrir le village. comme Michael, il en faut, mais on aime le pain, on aime la viande, comme tu l'as marqué sur un de tes frigos, le pain, c'est quoi, c'est ce que j'ai lu là-bas enfin, c'est ce qui revient toujours, et c'est vrai qu'on aime le pain, on aime... Et ces farines transgéniques, ces farines transformées qui rendent les enfants intolérants, je ne vais pas t'en parler à toi avec ta petite, il y a de plus en plus de gens intolérants sur la planète, au gluten et au lactose, à ces farines industrielles qu'on retrouve partout. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement de me dire, eh bien, tiens, parce que moi, le petit maraîcher, je n'ai pas de solution concrète à amener aux gros cultivateurs qui ont des grosses terres et qui, eux, doivent manger, qui doivent gagner une réalité aussi là-bas derrière. Il n'y a pas de solution, on doit en parler quand même. Mais si les gros agriculteurs suivaient justement ce modèle, et il commence à y en avoir heureusement quelques-uns, moi j'en connais en Champagne-Ardenne 2, qui ont fait une belle transition, une transition heureuse avec des 50-100 hectares, qui sont passés dans le chanvre. En tout cas là, il a 55 hectares, l'autre je ne sais pas exactement, pour ne pas dire de bêtises. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que toi, tu as une solution que des gros agriculteurs peuvent prendre en main. Comme tu disais tout à l'heure, et j'aimerais bien que tu le répètes aussi par rapport au fait que les gros agriculteurs, ils doivent se diversifier, ils doivent trouver des solutions, ils doivent innover. Et toi aussi, tu le prouves aussi, parce que maintenant, tu fais des formations, tu fais aussi un peu les bêtes, tu fais la farine,
Tu fais Ouais, le pain. mais ouais, parce qu'en effet, en Belgique, on produit 10% de céréales que l'on transforme en pain. 10%. Donc, tu peux te dire qu'un champ sur 10 que tu vois est, Destiné à produire du pain. un champ sur 10 pour le pain. Le reste va servir en biocarburant. Donc, ça va à 11, c'est pour nos bagnoles. Il y en a déjà, hein, tu sais bien, dans l'essence, il y a X%, je ne sais pas combien, mais de biocarburant. Et le reste, c'est pour du fourrage. On appelle ça des céréales fourragères, donc c'est pour l'alimentation animale, qui va elle-même être exportée. Donc, au niveau, on va dire, résilience et production sur un territoire, on est nul. On est en surproduction de viande. On a certains postes en surproduction et des autres complètement en déficit. En légumes, on est le 3e pays le plus importateur En légumes, on est nul. pour se nourrir. On est En nulle farine part. planifiable, Avant nous, on c'est est Haïti nul. et En Madagascar. fruits, je crois. on est nul. Ouais, donc si Donc tu on veux- n'est pas contre les échanges, hein, tu Non, vois, non, mais Non, non, on n'est clairement pas sur un modèle résilient, quoi. On exporte à mort de la viande, on exporte à mort des poulets, mais pour nourrir ces bestioles, ben, on va importer du soja, du coup, on doit cultiver, je crois que c'est 3 fois la surface de la Belgique en soja pour avoir assez de protéines pour nourrir nos cochons. Hein, on est dans un marché mondialisé. Mais t'étais justement à Bruxelles quand les manifestations sont venues, les manifestants agriculteurs sont venus le 2 Ouais. février. T'étais là, tu te demandais s'il fallait être là ou pas, mais t'étais quand même là. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre des institutions européennes? Et est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un modèle en fait pour les big productions, il y a moyen, il pourrait changer quoi. Il y a une solution. Ouais. Alors est-ce qu'elle vient d'en haut ou est-ce qu'elle vient de l'exemple que toi tu donnes et que toi tu donnes aussi? Ah, moi, j'étais à Bruxelles. Tu sais, ça va le chien ou on arrête et on recommence? Non, non, ça fait Euh, partie du. Moi, j'étais à Bruxelles parce que je me suis dit, c'est d'habitude, je vais plus manifester. Tu vois, comme on en parlait tout à l'heure un peu, avant d'être agriculteur, j'étais militant, quoi. J'étais contre la pub, contre la société de consommation, contre les lois, contre l'immigration, contre. À un moment, tu pètes les plombs, quoi. T'es contre. Quand je suis devenu agriculteur, je suis devenu pour cultiver des blés, pour faire du pain, pour créer une coopérative, pour vendre des circuits locaux, pour m'épanouir dans une alternative, quoi. Enfin, ça m'a fait du bien, c'est ça que je veux dire. Travailler pour le monde de demain. Et t'as pas peur que le contre te rattrape à un moment donné? Je veux dire que Alors le Ça- contre, il est toujours là. ça plaît Il est pas à ce que toujours tu là. fais, ça plaît On est pas bien au pouvoir. d'accord, on est bien d'accord. Mais du coup, pourquoi j'étais à ces manifs? Parce qu'en fait, le narratif dominant, il allait contre nous. Enfin, quand je dis contre nous, c'est contre ceux qui veulent des alternatives, les petits boulangers, les petits paysans, les petits. Il y avait un narratif qu'il faut des OGM, c'est d'ailleurs ce que la Commission européenne a fait. Ben, c'est simple, la Commission européenne et l'agrobusiness, c'est les mêmes. Du coup, ils ont pris des mesures. Ils ont arrêté les engagements sur les insecticides sur lesquels ils étaient engagés. Ils ont dit oui aux OGM. Ils ont fait tout le contraire de ce que. Et je me suis dit, il faut que j'y aille juste pour ouvrir ma gueule. C'est aussi pour ça que je suis prêt à vous accueillir et que je suis content que vous soyez là. Parce que. Tu veux dire qu'ils ont profité de ça pour mettre en place en fin de compte ce qui les Exactement, arrange, quoi. ils détournent le narratif et ils envoient la sauce sur ce qu'ils avaient envie d'envoyer. Et en fait, on a perdu les jachères. Les jachères, c'est le fait de ne pas cultiver. On a perdu les mesures, enfin ce que je viens de dire, quoi, insecticides, et on a les OGM. Voilà ce qu'on a gagné. C'est-à-dire que dalle, quoi, tout ce qu'ils voulaient. Et du coup, je me suis dit, il faut y aller pour changer le narratif, pour dire qu'il y a d'autres solutions. Et en fait, tous les jeunes qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, ils sont tous repreneurs d'activité et ils se rendent compte qu'il y a un problème, sinon ils ne seraient pas là. Et pour moi, le problème, il y a plusieurs solutions, qui n'est pas la leur, mais ils ne s'en rendent pas peut-être compte. Mais soit ils vont s'agrandir, c'est-à-dire se faire phagocyter par des sociétés, ils vont se faire bouffer, quoi. Soit ils vont devoir diversifier et diminuer, puisque tu ne sais pas diversifier sur Ouais. 200 hectares. Et diviser leur terre entre plusieurs familles, quoi. Du coup, tu installes, plutôt de te dire je vends mes 200 hectares à une société, parce qu'il y a
que Colruyt, pour pas le nommer, s'il est à la mode, mais il y en a plein d'autres. Mais il n'y a que Colruyt qui peut acheter 200 hectares comme ça. Hein. Donc soit ils vont se faire bouffer, soit ils se diversifient, mais du coup, en effet, ils doivent diviser leur terrain. Parce que tu ne sais rien faire sur 200 hectares. C'est pas possible de faire de la farine, du pain et tout ça sur 200 hectares. C'est pas possible. Du coup, tu dois laisser de la place aux gens. Mais le problème, c'est que ces grosses familles ou ces gros propriétaires terriens, ils sont dans un modèle qu'ils suivent depuis des Ils ne le générations. feront pas. Et ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts de le changer. Ils ont pas cette ouverture que toi tu as aussi. Ils sont dans leur truc. Ils veulent aussi grossir. Mais pas forcément. Bah, j'en financièrement. connais certains. Ils ont X hectares. Ouais. Ils sont dans le modèle de produire des vaches. Ils vendent la viande directement parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à l'AFSCA. Donc il n'y a plus de petites productions qui se vendent dans les fermes. Parce que l'AFSCA, il faut en parler quand même, cet organisme de contrôle alimentaire a mis la pression, il a détruit tous les petits fromagers, les bouchers qui vendaient leurs petites productions, les abattoirs ont été fermés. Tout est fait pour phagocyter et empêcher de se développer les petits producteurs. Ça fait 15-20 ans que j'observe ça. C'est un raz-de-marée. Et l'AFSCA va aller faire chier les petits producteurs, mais les grosses enseignes, ils vont jamais aller les ennuyer. C'est trop gros pour eux. Alors c'est encore plus vicieux, c'est que les grosses enseignes, elles ont tellement les moyens financiers qu'ils font de l'autocontrôle. Donc moi je pourrais le faire à la ferme ici. Tu vois, je pourrais payer un organisme qui fait un autocontrôle sur ma ferme. Du coup, l'AFSCA vient pas parce que tu fais ton autocontrôle. Sauf que ça va te coûter un billet et que les petits producteurs, en effet, vont pas le faire. Et du coup, l'AFSCA, tu vois, il faut voir. En fait, l'AFSCA, c'est bien qu'il soit là. Mais pour qui? Pour les gros? Parce que, tu sais, les Vivat qu'on a vus, c'était dans les années 2010. En Belgique, il y a eu des scandales où ils foutaient de la viande de cheval dans des lasagnes en disant que c'était Ouais. du bœuf, mais des trucs de fou, tu vois, avec de la viande polonaise. Du cheval d'abattoir malade. C'était périmé, enfin le pire du pire. Mais qui est-ce qui fait ça? C'est le petit paysan ou le petit maraîcher? Ben non. Le petit paysan, le petit maraîcher, il voit son client tous les jours au marché. Il va jamais Les l'empoisonner. comptes à rendre, hein. Eh ben, il va lui faire de la qualité, sinon il est mort. Il va faire de la qualité, il va le nourrir et il va pas, j'ai envie de dire, il a presque pas besoin de contrôle. S'il fait de la merde, il est foutu, il vendra pas son produit. Que la grande chaîne de distribution, elle vend au marché. Ils font du négoce en gros, quoi. Ils vendent pas à des gens, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils vendent au marché. Du coup, eux, ils vont faire les saloperies. La vache folle, c'était quoi? Ils ont foutu de l'huile dans de la bouffe pour les vaches. Ils ont Pour commencé des à farines foutre animales. de farine animale. C'est des trucs de malade. Est-ce que je vais me dire, tiens, oh, j'ai une poule morte, je vais en faire de la farine Pour pour ma vache. donner à ma vache. Ouais, mais donc c'est le rapport, comme on en a parlé à la coopérative. Donc, il n'y a que les sociétés agro-industrielles qui peuvent faire ça et qui ont intérêt à faire ça. Et le problème, c'est que l'AFSCA, elle n'a pas de critères, tu vois. Ils viennent chez toi, et ils ont des petites coches, des petites cases, bon, pas bon. Ils en ont rien à foutre que tu fasses 200 000 pains ou 50 pains, c'est les mêmes conditions. Je dirais c'est une logique de business qui a pris le contrôle de l'agriculture depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros, en Europe. Et ces logiques-là, elles sont de plus en plus antagonistes, visiblement, à la logique du vivant. Moi, je dirais, toi, tu es sur une logique du vivant, tu essaies de comprendre comment ça marche, comment te positionner, tu te rends compte que la nature est comme assez généreuse quand on essaie de faire les choses bien. Il faut être peut-être un peu moins gourmand aussi, mais on est dans quelque chose qui est pérenne. Parce que moi, c'est ça que je voudrais dire par rapport à quand tu dis j'amène un autre récit, mais ton récit, c'est pas une alternative comme ça, une option. C'est la seule. C'est-à-dire que là, l'agriculture actuelle, j'en reparlerai sûrement samedi, elle est basée sur quoi? Sur les énergies fossiles, sur le gigantisme des machines agricoles, sur des consommations qui sont complètement dingues. Il faut combien de calories d'énergie fossile pour faire une calorie alimentaire aujourd'hui? Non mais c'est du délire par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors, il y a quand même le truc, ils disent on nourrit les gens et si on n'a plus ces rendements-là, on va avoir des problèmes. C'est sûr qu'il y a une transition à faire et que la question n'est pas si On simple. jette combien par personne? 180 kilos de bouffe par an? Ouais, C'est pas vrai. cet aspect-là. Enfin, moi j'ai une autre analyse. Enfin, Ouais, je mais partage pas ce truc. Pour moi, on surproduit quoi. ce que je veux dire, oui. Mais le truc, ce que je voulais dire moi par rapport à ça, c'est que ce modèle, il a combien de temps devant lui? Et c'est pas juste un problème de oui, ben on trouvera comment changer en temps, parce qu'il y a des effets pervers, il y a des effets systémiques hyper graves.
c'est de tuer la microbiologie des sols, c'est de stériliser les terres. Depuis qu'on a commencé l'agriculture industrielle depuis 70 ans, on a foutu en l'air 1 milliard. 1 milliard d'hectares, mais c'est du délire. Ouais, C'est du pur délire. Aujourd'hui, on a 1 milliard 500 millions d'hectares. On en a paumé 1 milliard. Et on peut les régénérer, ces sols, mais il faut arrêter de les bousiller, quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, dans ton approche, tes sols, ils vivent. Ouais. Ils sont justement, toi, les terres que tu as récupérées, elles sont reparties sur un modèle où là, on a de l'avenir avec. Le taux d'humus augmente, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est basé sur un truc qui va manquer. On va tous se foutre sur la gueule pour se l'accaparer, pour faire tenir. Un truc qui nourrit mal les gens, qui est complètement pourri, qu'on essaie de maintenir en vie alors qu'il manque qu'à crever. Et puis qui est en train de fusiller la branche sur laquelle est assise le vivant. Ouais, tout à fait. 80% de la biomasse est dans le sol. On est en train de fusiller les micro-organismes du sol. Parce que les plantes, elles ont besoin d'intermédiaires. Elles ont besoin des champignons et des bactéries pour choper les nutriments que nous, on va avoir derrière. Là, on est en train de saboter tout ça. Donc, ton récit à toi, c'est le seul qui est tenable pour l'avenir. Le seul. Après, évidemment, on ne peut pas dire à l'agro-industriel aujourd'hui, il faut que tu arrêtes tout du jour au lendemain. C'est pas possible. Mais il faut prévoir une transition en intelligence et il faut que ton récit commence à travailler tout le monde. Et dans un moment de révolte comme actuellement, c'est exactement ce qu'il faut mettre sur la table parce qu'elle est là, la clé. Il faut du débat. Elle est Faut que du là. débat. Ouais. Faut du débat. Ben, parce que c'est ça, les agriculteurs pour l'instant, on Sont leur pas au demande de mettre en œuvre des mesures agroécologiques, mais en fait on leur tord le bras. Tu vois, on laisse tout comme avant, mais on leur dit, tu vois, on parlait des fongicides et tout, on leur dit, tu vas pas mettre le Ah, mais fongicide. il est foutu, les gars. Sinon, Le le blé, mec, il arrive pourri dans le silo, Je c'est dis, niqué. putain, déjà quand je fais 6 tonnes, j'y arrive pas. Si en plus il m'enlève mon fongicide, moi je suis. Bah, il va Et crever, donc- il va être racheté par Colruyt. Bah Il va oui. crever. Donc en fait, on leur fait des clés de bras, les cocos, on leur dit crève de plus en plus. On les a coincés C'est dans pas l'impasse et là, on est l'alternative. en train de leur faire manger Ils le. sont victimes d'un système, quoi. C'est ça. Du coup, en effet, il faut pouvoir proposer d'autres voies, mais pour ça, il faut communiquer dessus, Ouais, débattre, il n'y a que ça. débattre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gros agriculteurs, on va les appeler comme ça, qui sont prêts à écouter un discours comme ça, se mettre autour de la table? Il doit quand même y en avoir quelques-uns en Belgique, en France, qui sont prêts à écouter tes conseils et Pour moi, le problème, c'est que tu vois, tu peux pas catégoriser la réalité et pas. Il est difficile de mettre quelqu'un dans gros agriculteurs, petits agriculteurs. Je vois les collègues c'est ici. un continuum. Ouais, c'est quelque chose de très. Justement, on n'est pas des clones. Ils nous font croire qu'on est des clones. On n'est pas des clones. On a tous une diversité. Et du coup, mon voisin qui a 100, peut-être 100 hectares, 120 hectares, il a beaucoup de vaches et tout. Eh ben, je ne vais pas le mettre dans la même catégorie qu'une société sur le plateau de Gembloux où il n'y a plus aucune haie. Le mec, il fait de la betterave, il n'en a rien à foutre, il va même pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais chacun a ses contradictions à Il y a certains niveaux, des quoi. échelles comme ça qui sont très nuancées. On ne peut pas comparer 120 hectares et 120 hectares. Non, non, ça dépend évidemment. de quand on Mais il est parle. prêt à C'est écouter. ça. Mais Sur celui qui en 20 a 100. hectares par une société où il n'y a pas d'animaux. Tu vois, il y a tout ça, il y a toute la liaison au sol. Le gars, il va mettre du fumier et du coup, il va respecter son sol. S'il fait des vaches, ben, il n'est pas en hors-sol. Du coup, il va avoir beaucoup de prairies. Tu vas jamais avoir de coulées de boue dans des prairies, hein. Les coulées de boue, c'est quoi? Ben, c'est les plateaux comme en Champagne, mais comme ici dans le Brabant wallon, où tu as X centaines d'hectares, où tu n'as plus rien, tu n'as plus un arbre, tu n'as même plus d'oiseaux, vu qu'ils ne savent plus où se poser. Il n'y a plus de biologie du sol. Le sol fout littéralement le camp. Comme tu l'as dit, il est niqué. Pour qu'un sol se tienne, il lui faut des végétaux, il lui faut des vers de terre, il lui faut, Les bactéries, les champignons, c'est la structure il lui du faut un sol. couvert, et c'est ça qui fait Ouais, que on l'eau rentre. On bétonise tout aussi, ça fait partie du Puis en problème. plus, non seulement on tue les organismes qui vont permettre de retenir l'eau, de structurer le sol, de permettre aux racines d'aller en profondeur, de devenir beaucoup plus résistants aussi aux maladies, aux parasites, etc. Puis en même temps, on tasse les sols avec les normes matérielles. C'est-à-dire que l'eau glisse en surface, et qu'est-ce qu'elle fait en glissant en surface? Elle érode. C'est ça. Après, on va dire, ah, mais c'est de la faute de la Et pluie. elle s'accumule. Non, c'est pas la faute de la pluie. C'est la faute de la déstructuration du sol liée au tassement. Et là, du coup, il n'y a plus rien qui est retenu. Et l'humus, il fout le camp dans les rivières, qui deviennent marrons à chaque fois qu'il y a un peu d'eau. Et puis, c'est dans les océans que se retrouve toute la matière nutritive qui servirait à nous nourrir et à nos animaux. Bon, d'accord, les amis, mais on va quand même essayer de ne pas assommer ceux qui sont en train de nous regarder. On les assomme pas. Parce que là, il va commencer à devenir tout blanc, ça devient aussi très technique. Il faut aussi amener de la solution et du positif.
Ouais. pour que cette vidéo aussi puisse amener du baume au cœur. Être. Être un- comment on Mais, dit, mais tu en as beaucoup parlé, quoi. Mais enfin, faisons attention quand même, parce que bon, tout ce qu'on parle là, bon, on est beaucoup à le savoir Ouais. et on C'est frappait vrai. sur le clou il y a un moment. Bon, voilà, ça fatigue un peu. Donc, Ouais. il faut aussi rester dans la solution pour amener du concret à ceux qui vont regarder aussi cette vidéo. Et comme vous parlez justement, cette sensibilisation de tel ou tel agriculteur et de voir ce qu'on peut amener aussi. Mais ton modèle, il m'a l'air vraiment des plus viables, quoi. Mhm. Et Le problème, en fait, pour rester sur le bémol, tu vois, c'est que le marché n'est pas prêt Ouais. à avoir C'est vrai. de l'alternative, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. On aurait beau produire, tu vois, j'imagine, dans le Morbihan, apparemment, en France, ils auraient le coup. À un moment donné, exemple, le pain qu'on fait ici, il n'y a pas. Donc, on pourrait être très nombreux comme paysans boulangers si tout le monde mangeait ce pain-là. Et en fait, on va dire le mangeur, comme ça, tu vois, le mangeur, il est coincé, lui aussi, Ouais. avec tout ce qu'on disait au début, duquel j'ai voulu me sortir, avec le loyer, le tu. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dans le supermarché. Mais lui aussi, il fait partie de la supercherie. Il est coincé. Du coup, Ils ne sont pas tous coincés non plus, si je peux me permettre, Philippe. Ce qu'il y a, c'est que ça, ce serait limite un petit coup de gueule que j'ai envie de faire, moi, en tant que maraîcher. ouais, C'est que là, je veux sensibiliser le consommateur, acteur qui doit devenir. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, avant le Covid, il y avait énormément de gens qui venaient chercher des légumes chez les maraîchers. on a cartonné. Pendant le Covid, Mm. on a planté plus en se disant ça va continuer, c'est génial, ça se Et puis, sensibilise. j'ai arrêté. Et puis le pouvoir d'achat, le problème c'est que il a diminué, les prix ont augmenté évidemment, et le consommateur, il a disparu presque. Ben, il a Donc, repris ses habitudes. Voilà, et c'est ça que je voudrais dire maintenant aussi aux gens, aux consommateurs. Parce que même dans mon entourage, hein, j'ai plein de frères très engagés, très conscients, très éveillés, qui viennent au potager, qui viennent, etc. Et à part quand je leur offre des légumes, je veux dire, ils m'en achètent jamais. Même dans ma famille, je veux dire, j'ai offert des Tu tonnes dois de lui légumes donner. à tout le voisinage, la famille, les amis. J'ai offert pendant des années des tonnes de légumes. Et c'est rare quelqu'un qui va venir me dire, ah, tiens Greg, tes légumes sont délicieux, tiens, je t'achète un panier par semaine, faut que je fasse de la pub, faut que j'en parle. Moi, j'aimerais bien dire aussi à un moment que le consommateur, le citoyen, parce qu'il y en a plein qui ont les moyens. Ce qu'il y a, c'est qu'ils manquent de temps, parce qu'ils travaillent beaucoup. C'est Il y a ça. Netflix, ils veulent taper des vacances. Ceux qui ont les moyens, généralement, n'ont pas le temps. Le soir, voilà, le soir on veut se reposer parce qu'on a une journée stressante, d'accord. Mais si à un moment le consommateur, il ne se réveille pas aussi, parce que les politiciens, bon, voilà, je ne sais même pas si j'ai envie d'en parler, quoi. Mais le consommateur, si lui suit le mouvement, si le consommateur, il se réveille et qu'il vient faire ses courses chez le producteur, alors il y aurait de plus en plus de coopératives, de plus en plus de producteurs qui créeraient des points de vente. 200% d'accord. Tu vois, avec toi. de points de vente à la ferme ou à la Non, mais micro-ferme. c'est ou systémique. voilà. Le consommateur va pas bouger tout seul, pris dans un endettement, devant Netflix, Mais totalement oui, mais alors ça veut aligné à dire, cette société. il doit- Non, mais ça doit alors il bouger est de aussi partout, quoi. coupable que les politiciens qui foutent rien. Oui, Parce que si- c'est S'il a bien les beau. moyens, je suis d'accord avec toi. Si S'il il a les a moyens. les moyens, Mais je suis d'accord attention, avec toi. là aussi, à une époque, on me disait oui, le bio ça coûte plus cher, le bio. C'est pas vrai. Quand on regarde maintenant les prix qu'il y a dans les magasins, moi déjà à l'époque où je faisais mes courses en magasin bio, à un moment j'ai passé l'étape et je suis allé à la ferme, à la ferme Barré à Balâtre à l'époque. Mais je remplissais ma voiture pour 150 € à l'époque. Il y a déjà 15, Ouais, 20 ça a ans. changé là. Oui, ça a augmenté, c'est vrai un petit peu. Mais quand on regarde bien, on va au grand magasin acheter 1 kilo de viande de bœuf qui va coûter quasiment 20 € pour de la viande, on ne sait même pas d'où elle vient. Quand je vais à la Copé, je paye une belle viande de bœuf, je sais d'où elle vient, à 15-16 €. Alors là, je rebondis et je vais faire de l'anti-pub exprès parce qu'on est devant un média. Mais à un moment, j'ai été au Aldi, au Lidl, pour pas les citer. Et j'ai pris, parce qu'ils ont vraiment une réputation d'être pas chers, hein. Et j'ai pris des prix viande d'agneau, pain au kilo et je crois chipolata. Dans les trois cas, j'étais au même prix, voire 1 euro, ils étaient 1 euro moins chers. Pour une qualité On parle incomparable, de, quoi. pour un truc incomparable et sur une valeur, c'est pas sur 1 euro de plus, c'est pas le double, c'est sur 13 euros, peut-être 1 euro de plus chez moi que. Et du coup, je suis d'accord, mais là où ils sont forts, c'est qu'en fait, ils communiquent sur l'idée, et c'est pour ça que je dis il faut changer de narratif,
faut coloniser l'imaginaire, parce qu'eux, ils font des pubs toute la journée. Chez Lidl, c'est moins cher. Qui augmente le Tu as prix des l'impression produits. que tu es le roi du pétrole quand tu rentres dans le magasin, et en fait, tu te fais entuber, mais largement, quoi. Mais pour manger un truc en plus qui est de moins bonne qualité Ouais, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est préparé. et qui n'est pas bon pour notre santé. Ah ouais, Moi, je le vois bien quand je mange nos produits à la Copé, ton magnifique pain, les produits de Farid, de Mickaël, etc. Ou les miens aussi, pendant une grosse partie de l'année, j'achète plus rien, moi, quand même. Une petite pub. Je mange. C'est Non, des- mais c'est vrai, les gens qui goûtent mes légumes, ils me disent chaque fois, mais ouais, ils sont délicieux. C'est vrai que je les fais avec beaucoup d'amour. Mais même moi, quand je me fais une ratatouille avec mes légumes en saison, je Ouais, c'est kiffe. incomparable. C'est incomparable. Le goût, les nutriments que ça va m'apporter, la pêche que ça va me donner quand j'ai mangé ma ratatouille. Après, je retourne bosser, je suis dans une forme olympique. On va aller chez Grégory, tu Ouais, vas ça nous va. donner- tu vas nous donner les légumes. Oui, je vais vous offrir plein de légumes, les gars. Non, mais c'est vrai, on pense que c'est plus cher, mais c'est pas forcément le cas. Après, c'est vrai que le je suis consommateur d'accord. ou ma famille, mes amis, ils manquent de temps, ils s'intéressent pas forcément tous au bio. Donc, il y a une réalité par rapport à ça, il y a beaucoup de manipulation, parce que maintenant, quand on dit bio, on te regarde comme ça. Presque le mot, il a été stigmatisé Il par les était récupéré, médias ouais. pour le faire passer pour presque un mauvais mot, Ouais. quoi. Donc, c'est Ouais, vrai que. mais c'est l'idée du colibri, tu vois. Il y a un peu ce truc colibrisme, c'est chacun va faire les Ouais, efforts ouais, à ouais, ça, et ça va changer Ouais. le monde. Bah, C'est pas. non. Non. Moi Enfin, non plus, ça, je suis d'accord. Oui, il faut Oui, le en faire, Mais c'est pas ça qui va changer le mais monde. c'est pas la panacée. Ça va pas suffire. Non, On est quand même face à un système qui est fort. arrogant, puissant et qui nous matraque le cerveau d'informations dont on ne veut pas, quoi. Du coup, tu vois, c'est pour ça la manif, elle est là aussi pour ça, parce que j'ai l'impression que le colibri, je le fais tous les jours en vendant mon pain, en communiquant. Mais il y a aussi un truc politique à faire, il y a un problème. Ouais, parce que pendant que tu fais ton super travail, en lien avec la nature, respect de l'humain, le monde s'effondre à côté. D'ailleurs, il y a pas mal d'élus de Léon dans La Décroissance, le journal français, qui montre ça, hein, tu vois. Un monde un peu à l'écart de tout ce qui se passe, mais le monde s'effondre et va beaucoup plus mal qu'il y a 20 ans, quoi. C'est ça, c'est que pendant que des gens ont des initiatives magnifiques comme la tienne et qui fait florès en même temps, ça c'est positif, mais quand on regarde la dynamique en face de concentration des terres, de fuite en avant dans la technologie, maintenant c'est les tracteurs autonomes, c'est les drones, Les drones, mais on va où en fait et ça malheureusement ça reste totalement majoritaire. Et c'est là que, une petite pub pour l'atelier paysan, je conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est absolument génial, qui reprend tout le problème à la base, avec une bibliographie à peu près complète. Hein, franchement, c'est un travail extraordinaire, c'est un ouvrage collectif, il y a des points de vue qui s'affrontent dedans, il n'y a pas une cohérence interne parfaite, mais c'est ça la vraie C'est pas biodiversité. grave. Et c'est des gens qui disent, et c'est là que je les suis, on ne peut pas juste créer de l'alternative, il faut aussi à un moment donné rentrer dans un combat politique d'affrontement. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, on est en recul. Et il ne s'agit pas de faire des violences ou je ne sais pas quoi, mais il s'agit à un moment donné de prendre à bas le corps le problème en essayant pas juste de faire sa popote tranquille dans son coin. ça. Parce que ça ne va pas le faire. Et eux, ils appellent à un projet qui est complètement fou, qui est exactement l'inverse de la FNSEA, qui veut arriver à 100 000 agriculteurs en France là, dans 10 ans. Eux, ils veulent être à 1 million. Il faut recommencer à faire des petites unités de production, de la biodiversité, exactement ce que tu fais. Mais là, il y a un combat. Alors, je ne sais pas en Belgique si j'ai entendu parler de la fabrique paysanne, parce que j'ai un petit peu Tout parlé à fait. aujourd'hui. Ouais. Voilà, bah tiens, tu peux peut-être nous en parler un peu. Bah, alors, l'atelier paysan, je connais moins, mais je viens de voir en fait une interview d'un des gars de l'atelier paysan sur YouTube. Ah ouais. Il a une analyse de justement ce dont on parle, de la situation politique de l'agriculture aujourd'hui, c'est impeccable. Et il fait évidemment référence à ce bouquin-là. Mais sinon, la fabrique paysanne, c'est un peu la petite sœur belge de l'atelier paysan. Ils se déplacent dans des fermes, ils font des ateliers d'autoconstruction d'outils. Il faut juste être un petit collectif qui s'organise, qui les invite. Et ils aident à s'autonomiser sur la soudure, petits travaux, refaire ses machines, quoi, en fait. C'est exactement dans ton idée d'autonomisation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des majeurs problèmes pour les paysans, c'est le matériel agricole. Parce qu'en gros, ils ont sur le dos les agro-industriels dont on parlait, semenciers, phytosanitaires Ils ont tout le et monde sur le engrais. dos. Trois principalement. Ensuite, c'est les banques, parce qu'on va les pousser à s'endetter au maximum pour entrer dans ce modèle qui est très coûteux et qu'il faut rentabiliser à tout prix. Et le maillon manquant, c'est le matériel agricole, les concessionnaires, aujourd'hui qui se font un fric formidable. Et donc, là, l'idée de la fabrique ou de l'atelier paysan
en France, c'est de se réapproprier les machines agricoles, des choses qu'on sait fabriquer, qu'on sait entretenir, qui coûtent pas cher, mais qui Ouais, sont ouais, aussi ouais. prévues C'est pour des minime. échelles plus petites. C'est minime encore, Nathanaël. Et moi, j'ai envie de tenir ces propos aux représentants de la Fédération des jeunes agriculteurs qu'on a reçus dans notre bureau chez Kéros pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils pensent, parce qu'ils connaissent le discours, et qu'ils me disent est-ce qu'ils pensent qu'il est possible de le mettre en place de manière plus importante, parce que sinon, à côté, on répète, ça s'effondre, et il y a des gens qui, à un moment donné, vont pas tenir non plus, parce que je veux dire, ce que fait Philippe, commencer comme ça, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup qui sont prêts à ça, tu vois, de commencer Il y en sans a- électricité, sans eau. Il y en a Mais- quand même de plus en plus. Oui, attention. peut-être, En mais France, il faut dire que c'est énormément. pas facile, et En peut-être Belgique, un peu à la peut-être qu'il fois. aurait ça- commencé un peu plus facilement, il n'aurait pas dit non non plus, tu vois. Je veux dire, c'est compliqué de commencer comme ça. C'est une lutte. On parle souvent entre nous de guerrier. T'es quand même un guerrier. Tout le monde n'a pas cette force d'être un guerrier. Donc c'est des sacrifices. Et il faudrait peut-être que pour ceux qui sont pas prêts à se sacrifier, qu'ils puissent commencer un peu plus facilement. Sinon, au début, il y en a les 3/4 qui vont partir, quoi. Tu vois, comme les profs dans les 3 ans, il y a Si la moitié tu- qui se casse parce qu'ils adorent le boulot, mais ils s'en prennent tellement. Si tu déconstruis pas un minimum tes propres conditions de vie, Ouais, on va pas s'en sortir, tu vois. Est-ce Si tu veux le monde d'après, avec le monde d'avant. avec le même Non, confort que le monde Non, mais d'avant, ça peut être un peu plus facile sans que il ça y a soit. un du- truc qui ne matche pas ça dans peut- l'équation. Ouais, tu évidemment. Mais Non, mais d'un autre côté, ça peut être plus facile sans que ça soit non plus le monde d'avant, tu vois. vois. Ah bah, après, on a les moyens de le faire. Ouais, Ah bah on a les moyens de le Ah bah faire. ouais. On a les moyens de- Objectivement, on est dans une société d'abondance. Ah, évidemment. On a les Combien moyens de de le trucs faire. on jette tous il les a jours? fallu commencer par rompre avec ça. Moi, j'hallucine. Bah voilà, tu as des enfants aussi, j'ai entendu. À un moment, je veux donner mon lit pour enfants. Personne n'en veut. Ouais, ouais. Il y en a trop. Tout le monde, ah, j'en ai déjà 2. Bah ouais, On est évidemment. dans une société d'abondance. Bah, le seconde main, c'est ça. Tout le monde a 3 écrans dans son placard qui ne servent plus à rien. Tout le monde a eu 3 machines à laver et la virer. Enfin, On répare plus, ouais, c'est l'obsolescence. c'est, On verra bien. du coup, faisant ce constat, ok, on est dans une société d'abondance. Si on l'a réorganisé, en effet, en donnant un peu plus et en donnant les coups de pouce à ceux qui veulent s'installer, parce que moi, c'est quand même mon taf. Je fais de la formation, c'est pas pour me sucer le pouce, c'est parce que j'essaie de donner les outils à des jeunes qui ont, et des moins jeunes, parce qu'il y en a beaucoup en reconversion, qui viennent d'autres milieux et qui se disent j'en ai marre de la vie que je mène et j'ai envie de faire un truc qui ait du sens. C'est donner les outils pour y arriver. En fait, on a les outils. Et on y arrive. Moi, c'est ça que je voudrais dire aussi. C'est que là, on n'a pas assez insisté, je pense, par rapport à ce qu'on a dit C'est avant. possible. Dans la préparation. C'est positif. Non, mais Ça sur le bouge, fait, ça non, mais bouge sur le très fait fort. que c'est une aventure extraordinaire, ton Ouais. aventure. Ouais, T'es parti c'est de une rien. Il faut aventure voir sociale. l'installation qui est ici. Il faudra peut-être faire quelques Bah, images. On va pas peut-être faire, on va faire un Ouais, tour, sur on va tout le vous four à montrer. pain, sur le stockage des grains, sur tout, quoi. La machinerie qu'il y a ici, l'autonomie énergétique, parce que l'électricité, il n'y en avait pas au début, mais maintenant il y en a. Hein, et puis sans le réseau. Et puis de l'eau, bah, maintenant il y en a aussi. Hein. Il y a le forage, il y a la pompe, on est en autonomie pour pomper l'eau. Non mais c'est une magnifique aventure. Le gars, il part de rien, il est dans une Bah, roulotte. c'est magnifique. Et là, il a monté un truc qui marche, qui est résilient, il est autonome, il est hors réseau, ça Et en fonctionne. plus, il transmet. Et ben, en plus, voilà, il fait de la pédagogie, il fait Flores, mais je veux dire, de son point de vue, parce que là, c'est pas abondant ce qu'on raconte. On dit, oh, il faut se serrer la ceinture, il va falloir se passer d'eau et d'électricité. Au début, C'est vrai aussi. au début. Mais on est dans une logique où on comprend, Pendant où on peut 8 mettre ans, les quand pieds même. sans se faire bouffer, sans se faire Pendant 8 ans en parasiter. caravane, quoi. Et c'est là, on développe un truc. Ouais. L'aventure, elle est formidable. Les gens qui se lancent dans un truc comme ça, mais on peut que être bien dans sa tête. Ouais, mais C'est- 8 ans en caravane avec un ou Il faut deux supporter enfants, le début, c'est pas tous il les faut jours. accepter. Il y a le moment de 8 ans en déconstruction au caravane début. avec des enfants, Il y a un mo- c'est pas tous les soirs. Non, à faire. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais derrière, Mais derrière ça paye. ouais, C'était mais pas, on a tous une il n'a pas femme, fait d'ailleurs. naufrage, c'est tout le Pas mal de contraire. femmes, mais, C'est tout le contraire. Ça Mais c'est dur quand même, ça c'est fleurit, dur. quoi. Oui, c'est vrai. Allez, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Heureusement qu'on était 2. voilà, il faut le dire. J'y serais pas arrivé. Il faut le dire. Hommage. Ouais. Mais derrière, je lui remets, j'en profite pour lui remettre, je lui remets pas assez souvent. Moi aussi. Merci à toi. Non, mais disais, les guerriers, il y a une T'es pas dans la galère permanente, parce que là, quand même, il y a plein de Mais choses qui se alors, sont stabilisées. ouais. Et pour, On change de niveau. Pour sortir de ce truc aussi, donc c'est 8 ans de galère, comme tu dis, mais c'est 8 ans heureux. Hein. Ah oui. C'est ça qu'il faut Ouais, comprendre c'est aussi. ça, ça, c'est important. Ouais. Faut... Parce que tu peux Alors, être fier ok, de toi, c'est tu peux regarder ton galère, boulot. Hein. Galère matériellement, mais en fait, Mais bonheur. euh,
humainement, j'ai vécu plein de super choses. Enfin, je ressens pas du tout ça comme une galère. Je Ouais, voilà, suis ça c'est heureux, important de préciser. je suis heureux d'avoir C'est vécu ce dur, que j'ai vécu. mais t'es heureux, quoi. Et ouais, et c'est pas que de la fierté. J'ai vraiment, c'était bien, Et quoi. sortir des villes, se reconnecter à la terre et faire ce qu'on a envie, Ouais, il y avait une ça a espèce du de sens. Ah ouais, ouais, ça, processus. Ça a c'est du là. sens. Et franchement, je le vois dans différents projets, dans le mien aussi. C'est super dur, mais j'ai un soutien incroyable aussi des gens. Comme tu disais, la solidarité qui Ah, pointe le bout du nez. Et je pense que quand on fait quelque chose qui est juste, qui est sain, qui est bon pour la terre, qui est bon pour nous, Ça rayonne. il y a 1000 synchronicités qui pointent le bout du nez et ça rayonne. Alors ok, Ouais. des fois c'est dur, mais quoi, franchement, vivre en ville, avoir un CDI, avoir une grosse bagnole et un super appart ou une super baraque, je l'ai fait aussi, où j'ai gagné des fortunes à une époque, on en avait parlé, mais à la fin j'étais malheureux comme une pierre. Je pleurais dans ma cuisine avec des montagnes d'argent pour dire, Univers Infini, je t'en supplie, aide-moi. Mm. J'étais au bout de ma vie, pourtant je me payais tout ce que je voulais, je voyageais, j'allais au resto tous les jours, je faisais tout ce que je voulais. Mais après j'étais malheureux comme une pierre, parce que ce système il est limité. Alors après c'est vrai que des fois dans la nature, en hiver, il y a des jours, je pleure ma race aussi, quoi, parce que je suis aussi en caravane. J'ai tiré l'électricité il n'y a pas longtemps, j'ai l'eau il n'y a pas longtemps. Il y a des moments, j'étais au bout de ma vie dernièrement. Mais peut-être qu'à un moment, il faut aussi passer par ça, parce que vivre dans la nature, c'est aussi, ça peut être dur, mais ça amène un Ouais. power, une énergie qui est au-dessus de tout, quoi. Et comme tu le parles aussi par rapport à ce système qui est un peu en train de s'effondrer, les gens dans les villes, je les vois dans mes stages et mes formations, ceux qui viennent des villes, ils sont au bout de leur vie. Ouais, Et ils j'ai sont bien tous raison. Ah, ils le plein de sentent ça que thunes. ça va pas le faire. à Il y a des l'avenir, gens, hein. des Ouais. ingénieurs, Alors que des toi, tu vois pas les politiciens, choses sous le même angle. Toi, tu sais que ça va être dur parce que tu Il faut connais la avoir des dureté. gens qui pour les viennent laisser. de tous Et les ça, je voudrais qu'on horizons. dise On aussi va sur prendre une l'aspect solution pour les résilience en autres. cas d'effondrement, hein. Là, moi, on disait ça en rigolant tout à l'heure, mais des gens qui sont partis comme ça de presque rien, ça se trouve dans 10 ans, dans 15 ans, ou peut-être même avant, hein, il va y avoir pas un effondrement général de tout d'un coup, mais il va peut-être y avoir une guerre à l'étranger qui va faire flamber le prix de l'énergie, il va y avoir sait des pas. problèmes d'approvisionnement, il va y avoir des trucs, il va y avoir des problèmes. Tout le monde le sent bien Il qu'il y va a y avoir déjà des des problèmes. problèmes. Mais là, ici, ça continue à tourner. Non. Ici, il n'y a rien qui s'arrête, hein. Et les gens qui vont avoir faim autour, toi tu disais pendant les confinements et tout, Covid, il y a plein de gens qui sont arrivés pour te demander tes productions locales de qualité, etc. Parce que là, on a un lieu de production qui est sain, qui est pérenne. Mm. Mais ça, c'est de l'or pour l'avenir. Et on nous parle de résilience. Ben voilà, il y a des gens qui sont pas en train de crier ça sur les toits, mais ils le font. C'est tout, ils le font. Ouais, c'est vrai Et ça, que- et ça, je pense, ça donne du sens. Et ça fait aussi que ce que tu as pu endurer, ben oui, ok, ça peut être dur à des moments, mais ça a vraiment du sens. Et tu es vraiment dans le vrai à un niveau où pragmatiquement, on va avoir besoin de toi dans l'avenir. Mm. Ça, c'est quelque chose qui compte Philippe, ouais. pour supporter les moments durs, quoi. Ouais, j'ai envie de revenir sur cette idée de collectif où, là aussi, je remets un merci à tous ceux qui sont venus mettre une planche, parfois qu'une fois, parfois que boire de la bière, pendant qu'on mettait les clous. Mais je veux dire, en effet, tu disais, euh, une fois que tu commences un projet comme ça, généralement, quand tu te mets en péril, euh, tu, tu, tu peux être vite entouré, tu peux être étonné en tout cas. Ça euh, crée du lien. Vraiment. des coups de main et de la solidarité qui On va avec de rencontre ça. plein de belles personnes. Et Ouais. puis les gens ils se rendent compte de ce qui se passe, comme tu dis, et ils ont envie de participer à autre chose. Ils ont envie. Il y a même des gens fortunés maintenant qui débarquent, qui veulent aider financièrement parce qu'ils viennent au potager une demi-journée et puis ils sont là, ils n'en peuvent plus. Alors Ouais. ils veulent participer d'une autre manière. Il y a Ouais. vraiment quand même quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Ouais, c'est important. Ouais, moi, j'aurais jamais construit mon four sans Christophe Mailly, un tailleur de pierre qui vient et qui dit, OK, je peux te donner un coup de main un jour par semaine, je te montre comment on fait. Bam, merci Christophe. Ah, un gars, un tailleur, j'ai oublié son nom, il y a 10 ans, qui vient et qui m'a prêté une cloueuse pour faire le bardage. Et il est venu comme ça aussi, tu vois, paf, à Hugues qui m'a appris à couler un béton. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas appris, que j'ai vraiment appris des autres, quoi. C'est des choses que les gens m'ont donné, qui n'est pas de l'argent. Ça, c'est encore Qui un est truc du temps. exemplaire dans La ton, vraie dans vie. ton approche. C'est que tu disais, moi je te dis, quand je vois tout ce que tu as monté, le béton, la charpente, les couvertures, le four, Ouais. c'est hallucinant. Et je te dis, mais t'es un sacré bricoleur. Tu me dis, ah bah non, au départ, je savais rien faire. Non, je savais faire Ça, que c'est dalle. énorme. Ça, c'est énorme. Mais ça fait partie des mécanismes que la société, enfin, dans laquelle on est aujourd'hui,
Ben, c'est quand t'apprends plus, quoi. Ah T'apprends ouais. plus rien. Tu Tu recours à comprends plus l'extérieur rien à toujours. l'électricité, tu comprends plus rien à l'eau, tu sais pas faire un branchement, tu sais pas couler un béton, tu sais rien faire en fait. Tu sais pas faire un assemblement bois, tu sais pas tenir une. Il faut le faire. Tout ce qu'on pourrait apprendre à l'école. Et du coup, ouais, il faut le faire pour apprendre. En fait, Mais il comme faut quoi, il est juste le toujours faire. temps. Ah ouais, ouais, moi j'ai appris ça sur le tas et sans aucun enseignement. Et c'est vraiment donné à tout le monde en fait. Vraiment. Ça, c'est une sacrée leçon. Hein. Ouais. Du coup, ouais, donc on cultive du blé maintenant sur 8-10 hectares sur la ferme, on va dire. Et je collabore avec d'autres agriculteurs parce que j'ai pas besoin de m'agrandir comme ça. Donc il y a 20 hectares et c'est déjà beaucoup trop en fait. Du coup, je fais cultiver mes blés par un collègue, Jean-Philippe Demarec, tu connais bien aussi, hein, Greg, qui livrait les patates à la coop et tout. De ces blés qu'on stocke, donc quand je dis blé, en fait, c'est froment, épeautre, seigle, petit épeautre et des protéines. De ces blés, on les stocke, puis on les moud ici avec 3 moulins sur meule de pierre. Du coup, on a un moulin autrichien, ça c'est un moulin qui vient du village à côté, et puis on a un moulin français avec des astriers. Tu connais sûrement. Non, tu connais pas les moulins astriers? Bah, du coup, c'est un type de mouture particulier, puisque ça a vraiment la céréale est déroulée sur. Mais voilà, c'est technique, mais ça fait vraiment une farine de qualité. Et du coup, après avoir obtenu ces farines, on transforme tout en pain dans la boulange, cuisson feu de bois, comme tu disais tout à l'heure. Du coup, quand les coûts d'électricité ont augmenté, moi j'ai pas vu. Les bois ont un peu augmenté, mais ils ont fait plus vicieux. Ils ont laissé le même prix au fagot, mais le fagot a diminué de taille. Ah, c'est comme les emballages au supermarché, ça. Et du coup, voilà, on fait le pain qu'on va vendre ici dans la région, donc vraiment à la À coopérative la qu'apparemment coopérative vous avez été voir. où on est allé, ouais. Coopérative de la botte La botte paysanne, paysanne. à COPSM, qui est une autre coopérative du côté de Philippeville, à Carole Ostor, qui vient de s'installer du côté de Charleroi. Donc tu vois, c'est des maillages qui commencent à s'organiser, parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est la distribution qui coince. Les producteurs, bon, je vais pas partir là-dessus, mais produire, on sait faire. C'est encore allez, je vais dire un conventionnel Bah, qui dit distribuer. produire, on sait faire. Distribuer, on sait pas. Ouais. C'est vendre qu'il Donc faut. c'est systémique. Et ça, c'est systémique. Et là, l'État peut jouer un rôle, en fait, en créant des structures de vente comme les coopératives que vous avez été visiter. Ça, c'est concret. C'est bam, tiens, on fait un magasin, on le soutient financièrement. Ça va réseauter des consommateurs. On aime bien les appeler les mangeurs. Ces mangeurs, ils vont avoir besoin de producteurs. Et là, le producteur, il peut s'installer parce qu'il a un débouché. C'est comme ça que ça va. Et donc voilà, on vend à des copains de la région, au magasin bio de Chimay, Tournesol, qui me soutient depuis le début, et les coopératives, et les marchés, mais il y en a de moins en moins. Philippe n'est pas un magicien, c'est un être humain avec toutes ses valeurs, toutes ses faiblesses. Non, c'est un X-Men. Merci les gars, un guerrier aussi. Merci, merci Grégory, Nathanaël et Philippe. Et on reviendra et on va continuer hein, à voir tous ces gens qui sont souvent occultés par les grands médias aussi, hein, parce que les médias, ça fait aussi partie du problème. C'est la même chose. On ne laisse pas la parole à ceux qui essaient justement de la donner à des personnes comme Philippe qui disent des choses intéressantes et fondamentales. Voilà. On lâche rien. Yeah.